Bonsoir Claude. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Claude Vendroux. Je suis à la retraite depuis déjà assez longtemps parce que je suis très âgé. Et j'ai eu le bonheur dans ma vie de rencontrer Gabriel Rosset parce que je l'ai eu comme professeur de lettres pendant deux années. Mais assez rapidement, alors c'était un professeur de qualité un peu particulière. Il était très près, il aimait ses élèves, il aimait son travail et il se donnait à 2000% dans son travail. Il aimait beaucoup ça. Et il ne dédaignait pas d'inviter des fois un élève avec qui il peut échanger pour essayer de pénétrer un peu plus loin. J'ai eu la chance de faire partie de ces quelques élèves. Alors, justement, du coup, c'est assez rapidement, j'ai été assez intime avec lui, même pendant que j'étais son élève. D'accord. Même pendant que j'étais son élève. Du coup, on va revenir sur cette période-là. Donc vous, c'est ça, vous êtes né à Lyon? Je suis né à Lyon, oui. Alors ma famille est originaire des Pays-Bas, de Calais, très exactement. Alors c'est une famille le nom de Vendroux est... Vous voyez, il y a par exemple des Dupont, des Durand, de ci, de là, des Tissot, des choses comme ça. Vendroux, c'est la fabrication dans le dialecte de l'époque, de l'endroit, ça veut dire dur et sec. Parce que à l'origine, jusqu'en l'an 1490 à peu près, les Vendroux étaient, ils ne s'appelaient pas Vendroux, ils s'appelaient, je ne sais plus quel nom, ils étaient propriétaires terriens, mais ils étaient inondés de temps en temps, enfin bref, ils voulaient descendre dans le Midi, ils voulaient aller dans le sud. Ils l'ont fait entre 1495 et 1500 jusqu'à Calais. Pour eux, Calais, c'était le Grand Sud, pour eux, vous comprenez. Alors, ils se sont installés à Calais. Ils ont rapidement été maîtres de poste et puis ils ont toujours eu des responsabilités sur Calais, etc., jusqu'au moment où, il y avait ces trois personnes, frères et sœurs, donc Jacques Vendroux, Jean Vendroux et Yvonne Vendroux, qui étaient trois propriétaires. C'était les trois propriétaires d'une usine une fabrique de biscuits. Les biscuits Vendroux, qui étaient très connus d'ailleurs, une biscuiterie qui correspondait à Lus pour les gens de la région lyonnaise ou de la région normande qui sont très connus. Et voilà, c'est parti de là. Et Jacques Vendroux, député maire de Calais, donc a liquidé son affaire. Alors son fils aîné, qui se prénommait aussi Jacques Vendroux, dit Jackie, du coup, qui avait fait des études pour prendre la direction de l'usine en succession, s'est vu squeezé, si je puis m'exprimer ainsi. Et il a été demandé, par contre, parce qu'il y a une usine de tissage à Lyon-Montchat, qui s'appelle des filets. Les dames savent ce que c'est que des filets de Calais. C'est une certaine qualité de soierie, je crois. Alors il est venu prendre la direction et pendant quelques mois, comme c'était pendant l'année scolaire, il a vécu chez moi, quoi. On était cousins, petits cousins. Alors, il était très content de venir habiter chez moi. Il a habité chez moi jusqu'à ce qu'il trouve un appartement place Bellecour. Et moyennant quoi, en fin d'année scolaire, il a fait venir sa famille et pendant 10 ans, ils ont habité Lyon. Et celui que vous entendez à la télévision, vous voyez à la télévision, ou vous entendez à la télé, qui est un journaliste, qui est en somme à la retraite, il a l'âge de ma fille aînée, que vous entendez, Jacques Vendroux, qui est journaliste. Son véritable prénom, c'est Jacques Philippe. Donc Jacques Vendroux est de la troisième génération, vous voyez déjà. D'accord. Et du coup, pour revenir vers vous... Pour moi, ils sont venus vers moi, donc il est venu à Lyon, trouver cette place. Et bon, donc comme je vous dis, pendant qu'il cherche un appartement qui lui convenait bien, il ne s'est pas pressé, il a habité chez moi pendant presque une année, on était ravis de l'avoir à la maison. J'avais un très grand... J'avais une maison individuelle, une villa, puis ensuite une maison, un rez-de-chaussée individuel dans un immeuble, donc on avait largement la place de l'accueillir. Puis ensuite, à la fin de l'année scolaire, il a fait venir sa famille et ses enfants, ses 3 enfants. Et du coup, pour revenir sur cette histoire, c'est que du coup, vous avez grandi à Lyon et comment, pour revenir sur l'histoire vraiment du foyer Notre-Dame des Sans-Abri, qui aujourd'hui est vraiment une association fondatrice pour Lyon, comment s'est fait la rencontre du coup avec Gabriel Rosset? Alors, j'ai donc connu Gabriel Rosset en 1946-47. J'avais 16 et 17 ans. Je terminais, mais oui, j'étais en seconde et en première, quelque chose comme ça. Et je suis resté, donc, comme j'ai été en amitié très rapidement avec Gabriel Rosset, même pendant ma scolarité,
Il m'invitait chez lui, vous voyez, vraiment. Puis avec un autre ami, on était deux, avec Philippe de Brabant, mais il nous invitait très très souvent chez lui, puis moi particulièrement. Il m'emmenait visiter Fourvière, j'ai connu le décorateur de Fourvière, il m'a fait connaître un tas de gens. J'allais à la Trappe des Dombes, il allait pour se détendre, pour se refaire, se rééquilibrer, parce qu'il avait la charge qu'il avait, il allait très souvent à la Trappe des Dombes. J'ai eu avec lui, vous voyez, enfin, bref, je le fréquentais beaucoup, beaucoup. Mes parents étaient très contents que je puisse, je vais même vous donner un petit détail amusant, mais c'est un hasard tout à fait drôle. L'année où j'ai passé le bac, la première année du bac, vous voyez, quelques jours avant, il avait téléphoné à mes parents en disant, alors il avait une propriété à la Côte-Saint-André, vous voyez, dans l'Isère. Alors il a dit à mes parents, je vais passer quelques jours à la Côte-Saint-André, si Claude, si vous pouvez, que c'est possible, il peut venir passer 2-3 jours chez moi. Il se calmera, hein, je lui ferai faire en synthèse 2-3. On fera une synthèse des compositions françaises qu'il aura au jour du bac. Alors, mes parents étaient ravis, bien entendu, donc je suis parti 4-5 jours avant le bac, passé 4 jours chez lui à la Côte-Saint-André. Okay. Il avait sa sœur qui habitait là-bas. J'ai vécu chez lui et pour vous dire le hasard, comme les hasards font les choses, il me disait, tiens, alors on choisit des dissertes. Alors un jour, il m'a dit, tiens, tu lui cherches un nombre de dissertations, un tas de citations de... Parce que... Un grand écrivain français, donc j'ai évidemment oublié le nom. Juste pour revenir, et comment s'est fait le lien avec Gabriel Rosset, la rencontre? Pardon? Comment s'est faite la rencontre avec Gabriel Rosset? Vous l'avez rencontré comment? À cette époque-là, Gabriel Rosset. Je vous dis, c'était mon prof de lettres. Et du coup, ok, donc c'est ça, au prof de lettres, mais dans quelle école? Chaponnet. Ok, à Chaponnet. Oui, oui. Et du coup... J'ai eu pendant 2 ans professeur de lettres. D'accord, 2 ans professeur de lettres. Et du coup, après, donc là... Je vous dis, j'ai été tout de suite, il m'a invité parce que je suis rentré un petit peu... C'était quelqu'un qui me convenait, vous voyez, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, le plan social, relationnel. Il me plaisait beaucoup. C'était un prof que... D'ailleurs, tous ceux qui l'ont eu comme prof disent la même chose. Hein. C'était un prof extraordinaire. Quand on passait par ses mains, extraordinaire. Donc, il m'a invité très très souvent. J'étais devenu... je ne me permettais pas de dire que c'était un ami. Je ne pouvais pas me permettre. Vous comprenez, j'étais son élève. Hein, mais mes parents appréciaient beaucoup, quoi, etc. Et puis je suis resté en relation avec lui. Puis une fois que j'ai été étudiant à la fac, je suis resté en relation avec lui. En permanence. Et j'étais donc un jour allé le voir. C'était en hiver 1900... C'était en décembre 1949. Ok. Alors, vous voyez, en 1949, j'étais donc étudiant et j'étais allé passer un moment l'après-midi, ça m'arrivait chez lui. Il habitait 19 rue Burdeau à Lyon. Oui. Et avec 2 amis. Il faisait un groupe de 3 amis. L'un était prof de lettres, de philosophie, et l'autre était professeur de mathématiques. Gabriel Tournissou et Belleville. Georges Belleville qui était professeur de philo, oui. Et Henri Tournissou professeur de mathématiques. Et ils habitaient dans un appartement à 3, ils avaient une cohabitation à 3, profs très chrétiens, très pratiquants, etc. Membres de ce qu'on appelait le groupe Tala, enfin, etc. Oui. Vous savez ce que ça veut dire, je l'avais expliqué. Oui. Les gens qui vont à la messe, oui, c'est-à-dire les profs chrétiens. Oui. Alors, Gabriel Rosset a fini sa carrière, enfin sa préparation quand même à Normal Sup à Paris quand même. Il a quand même fait une grande école. Et justement, c'est à Normal Sup qu'il a connu des gens du groupe Tala. Les autres qui étaient plus ou moins cléricaux ou anti ou libres penseurs disaient ce sont les gens qui vont à la messe. Les gens, alors ils avaient fait le groupe Tala. Oui. C'est ceux qui vont à la messe, vous voyez. Et c'est comme ça qu'il a connu Jean Guiton notamment. C'est comme ça qu'il a connu Jean Guiton, bien entendu. Alors, c'est ça, il a connu Jean Guiton comme ça. Alors, très bien. Alors, donc, moi, je suis toujours resté après en relation. Alors, du coup, un jour, j'allais donc chez lui. Ce jour-là, c'était un jour de novembre 1949. Et j'avais rendez-vous. Alors, il y avait donc Belleville et Tournissou qui étaient là. Alors, j'avais rendez-vous à 2h30. Et puis, ils m'ont dit, tiens, c'est bien la première fois que Gabriel, je veux dire, Gabriel est en retard. Il est toujours très à l'heure. Il avait rendez-vous à 2h30 avec vous. Ben, vous voyez, c'est 2h30, il n'est pas là. Il y a quelque chose. Il est arrivé avec 10 minutes de retard.
avec l'œil. Alors, il avait un œil bleu extraordinaire, transparent, vous savez. Quand on le regardait, il nous absorbait. Mais là, il est arrivé avec un œil triste, gris, fermé, en disant c'est effrayant. Il venait de voir, on venait de trouver un mort, un clochard mort, là, sous le pont Wilson. À Lyon. Mort de faim et de froid à Lyon. Ouais. Alors il est arrivé en disant c'est pas possible à notre époque, 49, à notre époque, un homme qui meurt de froid sous un pont. Non, alors il disait à Georges, comme ça, on disait c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ma faute, c'est de notre faute, c'est pas possible. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et c'est parti, si vous voulez, de cet incident violent là. L'hiver 49. Oui, c'est ça. Novembre, c'était en fin novembre 49. Il faisait très froid. Ce jour-là, quoi. Il faisait très froid ce jour-là. Donc, je vous dis, il y avait un homme qui était mort sous le pont Wilson. Et ça avait brutalisé. Il se sentait coupable qu'un homme puisse mourir de froid dans la même ville que lui. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? En se disant, mais c'est pas possible qu'on soit égoïste à ce point. Alors, c'est parti de là. Et alors, il n'a pas eu de paix, de tranquillité, tant qu'il n'a pas trouvé quelque chose, en cherchant toute l'année, pendant toute l'année, janvier, février, mars, avril, etc. Et c'est comme ça qu'en fin d'année, il a trouvé un vieux café, rue Pierre Chevrier, vous voyez où c'est, quoi, et qui a été abandonné, donc, c'est quelqu'un qui lui a dit, tenez, je connais le bistrot qui vend son machin, mais 4 sous, hein, il peut même presque vous le donner, enfin voilà, c'est à tel endroit. Alors ça a dit, je prends tout de suite. Alors ça lui a donné un point de départ, vous comprenez, parce que quand même c'était un immeuble très grand. Parce que c'était il avait dû être hôtel peut-être, c'était très très important, vous comprenez. Et il y avait une grande cour, c'était très très important, alors il a sauté dessus, et c'est comme ça il a préparé, il l'a acquis, et c'est comme ça que le 31 décembre 1949, c'est ça, pardon, le Noël, alors non, c'était donc toute l'année 50, hein. Et il l'a acquis en octobre 50. Alors on a installé et on a ouvert le foyer des sans-abri pour Noël 1950. Oh, voilà. Noël 50. C'était ouvert le 24 décembre 1950. Et j'étais à l'ouverture du foyer Notre-Dame des sans-abri. Et alors, on était 4. Il y avait donc Gabriel Rosset, ses 2 amis dont je vous parlais, Bellier Tournissou, un de mes amis, Philippe de Brabant, et moi-même, nous étions 5 pour faire accueillir les premiers passants, les premiers qui pouvaient dormir du coup dans... Alors on avait vite travaillé pendant une dizaine de jours avant pour aménager, et il y avait une quinzaine de chambres qui étaient déjà prêtes. Et alors quand on a ouvert le 24 décembre 1950, puis le jour de Noël, oui le 24 décembre, le jour de Noël, et on a eu 6 ou 7 passagers tout de suite. Et qui venaient là, ils pouvaient venir gratuitement et qui venaient, oui, au début, on les a reçus gratuitement pendant des mois et des mois. Alors après, pour des raisons, il avait parfaitement raison, des raisons psychologiques tout à fait bien fondées, on leur demandait un paiement. Ils payaient, ils donnaient au début 1 franc par jour. Vous comprenez? Et puis à la fin, sauf ceux qui ne pouvaient pas, mais en principe, ils donnaient 5 francs par jour. Oui, c'est-à-dire 3 fois rien. Hein. Mais c'était pour qu'ils soient chez eux. Oui, c'était si vous voulez, par amour fraternel. Hein, ils disaient, bon, ils ont payé, donc ils peuvent exiger. Ils peuvent dire, oui, mais attendez, j'ai quand même payé. J'ai donné 5 francs, j'aurais pu donner 50 francs, j'aurais pu donner 500 francs, j'ai donné 5 francs. Et j'ai payé. Vous voyez, le côté psychologique futé, quoi, grossier. Alors, après, j'ai donc participé à ça pendant des mois et des années. J'ai participé à ça pendant des années. Et comment vous faisiez pour avoir alors des subventions, enfin de l'argent pour les nourrir pour, très rapidement, on s'est fait connaître et on a envoyé des demandes. On demandait, on faisait des appels, des gens ont commencé à nous donner un petit peu d'argent, puis de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis on a fini par en avoir beaucoup, après, vous comprenez? On finit par avoir pas mal d'argent. Et puis, voilà, ça a grossi. Puis après, on a fait une association, une société, puis après, on a eu les moyens d'avoir des paiements, vous comprenez? Après, on a construit, on a fait construire un grand nombre d'immeubles qu'on a loués. Mais alors, cette fois, on les louait à des prix très très bas, mais on les louait à des prix quand même plus corrects, mais très bas. Et, le peu qui nous revenait nous suffisait pour faire tourner l'affaire.
Et c'était l'argent qui venait beaucoup de particuliers ou de la ville de Lyon? Particuliers. Particuliers. Oui, particuliers. Et comment vous avez eu l'idée d'appeler ça le foyer Notre-Dame des Sans-Abri? Alors, très bonne question, très très bonne question, parce que c'était une question qu'on s'est posée. Le foyer des sans-abri. Alors on disait, bon, comment allons-nous l'appeler, etc., etc. Et puis un soir, alors, comme si Gabriel Rosset était là, il vous dirait, ben, vous voyez, la Providence est là toujours. Hein. Quand on croit en Dieu, quand on croit en la Providence, en son ange gardien, etc., on est toujours servi comme sur un plateau. Hein. Et eh bien voilà, on était à se demander à ce moment-là comment allons-nous placer. Alors ce soir-là, il y avait 4 ou 5 des séminaristes, de jeunes séminaristes qui étaient venus servir la soupe, servir le repas. Vous voyez, on recevait déjà depuis quelque temps des sans-abri. Hein. Alors, bon, ça se passait très bien en général. Et ce soir-là, il y a eu une bagarre qui s'est faite entre deux. Ils avaient trop bu, vous comprenez. Alors, on s'arrangeait pour ne pas prendre les gens qui étaient ivres. Alors, on ne les acceptait pas pour éviter qu'ils mettent la pagaille. Alors, petit à petit, ils le savaient, ils s'arrangeaient. On les prenait à la limite, vous voyez, mais quand ils étaient ivres, on les prenait pas pour pas qu'ils fassent de dégâts. Vous comprenez. Puis, on les orientait à un endroit où il fallait. Alors, ce soir-là, il y en avait 2 qui étaient à la limite un petit peu et qui étaient en train de se disputer et qui emmenaient aux mains. Alors, à ce moment, on avait tout fait pour les arrêter. Impossible de les arrêter, vous voyez, de les empêcher. Ils emmenaient aux mains. À ce moment-là, un des séminaristes qui était là, s'est jeté à genoux en disant « Oh, Notre-Dame des sans-abri, intervenez, intervenez !» Et à ce moment-là, ils se sont arrêtés immédiatement de se battre. Ils se sont arrêtés de se battre. On leur a sauté dessus, on leur a demandé de se serrer la main. Ça s'est terminé comme ça. Ah, il y en a un qui nous a dit « Notre-Dame des sans-abri ». Gabriel Rosset a dit « Mais Notre-Dame des sans-abri, quel plus beau nom que ça !» Vous comprenez? Alors, à ce moment-là, je me rappelle, on s'était mis à genoux, puis on avait remercié Marie qui avait... Parce qu'il était très marial, vous savez. Justement, ce séminariste avait dit « Notre-Dame des sans-abri ». Il avait dit « Notre-Dame », vous voyez. Comme il était aux sans-abri, il avait dit « Notre-Dame des sans-abri, intervenez s'il vous plaît entre ces 2 imbéciles ». Un truc comme ça, vous comprenez? Je vous dis, les types se sont arrêtés, mais immédiatement. Alors, on est vite allés vers eux, on les a fait, ils se sont serrés la main, ils se sont tapés souvent. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde, entre parenthèses après, vous voyez. Donc, c'était une intervention... Vous voyez, je ne vous fais pas de lettres, hein, je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris, hein, c'est une intervention extraordinaire. Et après, ça a continué. Du coup, on a dit, attendez, mais Notre-Dame des sans-abri. Rosset a dit, mais quel plus beau nom que ça, Notre-Dame. Notre-Dame des sans-abri. Et depuis, donc, ça c'est... C'est le foyer Notre-Dame des sans-abri. Et depuis, ça s'appelle le foyer Notre-Dame des sans-abri. NSDA. Et aujourd'hui, vous continuez à faire partie de l'association? Moi, j'ai été là-dedans jusqu'au-dessus des oreilles. Hein. Vous savez, pendant des années, je m'en suis occupé sans arrêt. J'ai été responsable de plusieurs maisons. J'étais régisseur, tout bénévole, bien entendu. À titre bénévole, j'ai été régisseur de, je sais pas, 4 ou 5 maisons. C'est-à-dire qu'on avait des immeubles avec 3, 4, 5, 6 locataires qui étaient nos locataires, vous voyez. Alors, il fallait les régir. Alors, on était tous des bénévoles, on était un certain nombre. Maintenant, on est des milliers de bénévoles au foyer des sans-abri. C'est quelque chose qui a maintenant, vous vous rendez compte, 1950, ça a 60, faites le calcul, 60, c'est qu'il y a 74 ans. Donc c'est création de 1949, on peut dire. Pardon? La création, c'est 1949? Ouverture 1950, 24 décembre 1950. Mais ça a été inventé, ça a été créé dans la tête de Gabriel Rosset dans le cadre de l'année 50. Avec ouverture, effectivement, vous voyez, ça a été mijoté, ça a été dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Je vous dis, cette fin décembre 49. À partir de là, ils ont pensé plus qu'à, enfin, pas plus qu'à ça, mais ils ont de plus en plus pensé à ça. Et ils ont pris la décision, tous les 3, surtout Gabriel Rosset, de faire quelque chose. Alors, ça grossissait de jour en jour, pendant l'année 50. Et à partir de 50, à partir de août, septembre,
ils ont fait l'acquisition, Gabriel Rosset a fait l'acquisition donc de ce ancien café, et pendant 2-3 mois, on s'est débrouillé à plusieurs d'aller donner un coup de main, nettoyer, remettre en état, etc., etc. Et on a pu ouvrir carrément, je vous dis, le 24 décembre 1950. Et alors, est-ce qu'il y avait des liens donc avec l'abbé Pierre et le mouvement Emmaüs? Alors, à ce moment-là, l'abbé Pierre est venu et a admiré ce qu'on a fait. Hein, parce que ce qu'il a créé, ce qu'a créé l'abbé Pierre, c'est postérieur. Il nous a rendu un grand service un jour parce que, comme il faisait parler de lui de plus en plus en France, un jour il était venu à Lyon et il avait fait une conférence justement là-dessus. Et il avait fait cette conférence place. Je vois où c'est. Dans Lyon? Oui, oui. Vous voyez où est la rue Place Guichard? Place Guichard, oui. Voilà. Derrière, il y a une grande salle. Il y a une grande salle qui servait de salle de réunion. Alors, il avait fait cette réunion dans cette salle. Et il y avait un monde fou. C'était plein où les gens voulaient voir l'abbé Pierre dont on entendait parler à Paris. Hein? Mais à Lyon, on entendait parler, mais il n'était pas. Et ce jour-là, il a simplement dit, vous avez à Lyon ce que nous voulons faire ailleurs, le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Et il avait dit, faites quelque chose. Et avant de partir, il avait dit, nous avons mis à votre disposition des plateaux à la sortie. Merci d'avoir la gentillesse de faire un effort financier pour ce foyer Notre-Dame des Sans-Abri qui a besoin de grandir, etc., etc. Et il nous avait laissé une somme du coup énorme. Mais voilà ce qu'il avait fait. Mais vous voyez, mais c'était pour faire grandir un peu plus le foyer des Sans-Abri qui existait déjà depuis des années. Voilà la vérité, vous voyez. Incroyable. Et alors aujourd'hui, du coup, parmi les fondateurs, vous êtes le dernier fondateur je suis un des derniers, oui. Il y a mon âge, Annie Papillon, Madame Annie Papillon, c'est son nom de famille. Qui était là parmi aussi au début. Oui, oui. Alors pour conclure, Claude, est-ce que vous pourriez nous parler aujourd'hui de ce qu'est devenu le foyer Notre-Dame des Sans-Abri? Eh bien, écoutez, je pense que la meilleure façon de résumer tout ce qu'on pourrait dire, c'est de citer une réponse de Gabriel Rosset à une question qui lui a été posée un jour. Eh bien, monsieur, votre foyer des sans-abri, c'est bien, mais que sera-t-il dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et Gabriel Rosset a répondu, fidèle à ce qu'il est toujours, eh bien, monsieur, si c'est une affaire d'homme, strictement d'homme, ça pourrait effectivement péricliter. Mais si c'est une affaire de Dieu, ça essaimera et ça durera. Et le foyer dure, monsieur. Magnifique. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le foyer est sur Lyon, mais également sur la métropole lyonnaise, oui, et même jusqu'à Villefranche. Oui, oui, bien sûr. Villefranche-sur-Saône. Essaimera, hein, j'ai bien dit. Et vous êtes toujours bénévole au sein de l'association? Oui, mais je m'en occupe plus maintenant, vous comprenez, parce que je suis trop vieux.